téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Plume de Pan est une émission consacrée à la recherche. Et comme j'ai l'habitude de dire, pour répondre à cette pensée selon laquelle en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, on a cherché, on a trouvé un chercheur du nom de Ba Abdoulaye. Ba Abdoulaye, bonjour. Bonjour M. Dien, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour cette émission Plume de Pan. Vraiment, c'est un grand plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier surtout Maman Anta Gassama. Nous allons revenir sur elle durant l'émission, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ba Abdoulaye. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Ba Abdoulaye, qui est un enfant purement scolarisé ici à Dakar. Donc, il a fait ses premiers pas à l'école primaire Omar Ben Khattab Dia, à Fass. Après l'entrée en 6e, il est admis au CEM Abdoulaye Maturin Diop. Et après le brevet de fin d'études moyennes, il entre au lycée mixte Maurice Delafosse. Mais tenez-vous bien, c'est un jeune, mais il a fait un parcours exceptionnel. Il faut savoir que Moucheba Abdoulaye a son bac S2 l'année dernière. Doublé aussi d'un homme de lettres, parce que c'est lui qui a écrit Le couloir de la réussite. Il faut savoir aussi que Ba Abdoulaye a fait une formation en leadership, entrepreneuriat et marketing digital par Give Project en 2023. Il a aussi reçu une formation en ligne sur le référencement naturel en 2022. Pour l'expérience professionnelle, il est ambassadeur de Kagou Sénégal depuis novembre 2023. Il est aussi à Community Manager du groupe DIJ depuis juillet 2023. Mais ce qui nous a amené, ce qui nous a vraiment motivé pour l'inviter ici, c'est qu'il est auteur d'une belle œuvre intitulée Le couloir de la réussite. Mais tenez-vous bien aussi, il a eu à diriger beaucoup de mouvements de jeunesse et surtout des mouvements écoliers. Il est le président du gouvernement scolaire du lycée mixte Maurice Delafosse en 2021-2022 et tenez-vous bien en 2022 aussi 2023. Il était aussi le vice-président du club de littérature, d'art et de philosophie du collège Abdoulaye Maturin Diop de Dakar en 2020. Il était aussi le président du comité d'organisation du gouvernement scolaire du collège Abdoulaye Maturin Diop. Moucheba, si vous avez quelque chose à ajouter pour cette présentation, ça serait laquelle? Je pense que du côté de la présentation, vous l'avez très bien fait, M. Dien. Et peut-être juste augmenter au niveau des gouvernements scolaires. Au collège, comme vous l'avez si bien dit, j'ai été plusieurs fois membre du gouvernement scolaire. Et c'est ce qui m'a motivé à venir aussi au lycée, continuer dans cette lancée, être membre du gouvernement scolaire et en étant le président du lycée mixte Maurice Delafosse. En plus de cela, après la première année réussie, j'ai été reconduit pour la seconde année où j'ai encore assuré le rôle de président du lycée mixte Maurice Delafosse. Et quelques mois après, vers le mois de mars, j'ai eu le privilège de gagner la confiance de tous les présidents des différents établissements de la région de Dakar qui ont fait de moi le président du collectif des gouvernements scolaires de la région. Autrement dit, jusqu'à présent, je suis encore le président actuel du collectif des gouvernements scolaires et le président de tous les élèves de la région de Dakar. Absolument. Donc vraiment, ça c'est un titre honorifique. Donc nous sommes très fiers de toi. Maintenant, pour le livre, moi en lisant le titre, je me suis dit que, mais vraiment, tiens, je me dis que c'est un moyen privilégié pour les jeunes de réussir. Pourquoi le choix du titre, Le couloir de la réussite? Le couloir de la réussite, le titre, je l'avoue, hein, beaucoup m'ont posé cette question. Et j'ai toujours répondu que le contenu du livre a été le facteur déterminant pour le choix du titre. Parce que je n'ai pas eu à
trop réfléchir par rapport à ça. Je savais que ça tourne autour de la réussite parce que le livre parle de deux grands secrets qui nous permettent aujourd'hui d'emprunter le grand couloir de la réussite. Et c'est après mûre réflexion par rapport au contenu que j'ai ajouté le mot couloir. Pourquoi couloir? Parce que tout simplement, pour le moment, je n'ai pas encore accédé à la réussite. Je m'apprête à emprunter le couloir de la réussite et je voulais profiter de cette œuvre pour inviter mes congénères à faire de même et aborder le couloir de la réussite. Donc, pour ne pas passer à côté de notre vie, à côté d'une vie réussie, j'ai pensé à rédiger ce livre, Le couloir de la réussite, et ainsi inviter mes camarades à m'accompagner et venir avec moi pour qu'ensemble nous nous issions vers le succès. Donc on peut en déduire que c'est une œuvre autobiographique. Exact. Ça parle de ta vie, ou bien c'est une sorte de viatique. Pour n'importe quel jeune qui veut réussir, il n'a qu'à lire cette œuvre-là. Exactement. Par rapport à ça, au début, le but initial de la rédaction du livre était juste de faire une petite biographie de ma personne, surtout sur la première partie, parler de la confiance en soi, parce que il y a quelques années derrière, j'étais un jeune très timide qui se mettait tout au fond derrière, sans parler, j'étais comme ça. Les professeurs, ils savaient, à la rédaction, j'étais bien, mais à l'oral, j'avais du mal, j'étais très timide, je n'avais pas le courage de regarder une personne et de lui dire ne serait-ce qu'un simple bonjour. Mais j'ai eu à vaincre cette timidité avec l'aide de mes professeurs, dont Maman Anta Gassama, Madame Mbaye et tant d'autres professeurs du CEM Abdoulaye Matouré Diop. Et après avoir réussi cela, j'ai voulu faire, sur demande bien sûr de certains élèves qui m'ont connu avant, j'ai voulu faire une petite biographie de ma personne pour raconter comment j'ai fait pour vaincre cette timidité jusqu'à aujourd'hui devenir le président de tous les élèves de la région de Dakar. C'était le but initial. Et après, puisque je suis un scientifique qui aime beaucoup la lecture, j'ai eu beaucoup à lire sur l'autodiscipline. J'ai pensé à ajouter cette partie, mais la première partie du livre il s'agit effectivement d'une autobiographie où je raconte le chemin que j'ai parcouru, le chemin que j'ai suivi pour vaincre la timidité. Exactement. Donc c'est un moyen pour toi de revenir un peu sur ta vie et surtout sur ce qui t'a motivé, ce qui t'a permis d'être aujourd'hui un Ba Abdoulaye, président de tous les élèves de Dakar. Exactement. Voilà. Donc pourquoi, je me demande, dans la première partie, je vois que c'est comme si tu faisais un développement personnel. Oui, c'est comme si tu étais un professeur dans sa classe qui voulait enseigner comment vaincre la timidité. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette démarche-là? Exactement. Par rapport à ça, comme je l'ai dit tantôt, le fait d'avoir été un grand timide auparavant, j'étais d'une timidité mortelle. Ceci m'a poussé aujourd'hui à écrire cette partie parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens, et j'ai même constaté cela, il y a beaucoup de personnes timides qui pensent qu'il y a une impossibilité absolue de vaincre la timidité. Et pour éviter cela à mes petits frères et à mes frères, à des jeunes de ma génération, et parfois même à des adultes, pour leur éviter de faire cette erreur de croire qu'il y a une impossibilité absolue de vaincre la timidité, je me suis dit, tiens, j'ai été timide, je l'ai vaincu, donc je ne vais pas être un grand professeur de comment vaincre la timidité, mais étant une illustration parfaite de la possibilité de vaincre la timidité, je me suis dit, je vais rédiger cette partie et raconter comment j'ai fait. Voilà. Donc comment arrive-t-on donc à vaincre cette timidité-là? Toi, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui t'a poussé petit à petit à venir et à vaincre cette timidité-là? Par rapport aux solutions, j'aimerais d'abord un petit peu, si vous le permettez, revenir sur les causes que j'ai constatées, les causes de ma timidité d'avant. Parce que après avoir vaincu la timidité, je me suis rendu compte qu'il y avait des causes qui m'empêchaient d'avoir confiance en moi et de m'exprimer librement comme je le souhaite. Et parmi ces causes, il y avait la peur de l'échec.
j'avais peur d'échouer parce que j'avais un accent campagnard qui m'empêchait de m'exprimer. Et je me disais, quand je parle, je vais faire des erreurs, ils vont se moquer de moi. Et cette peur d'échouer m'empêchait de croire en moi et de parler comme le faisaient mes camarades. Et l'autre raison, il s'agit en fait du complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité a aussi été l'une des plus grandes raisons de ma timidité. Parce que au début, je venais du village, j'étais là, dans les classes, et tout le monde s'exprimait convenablement. Et moi, avec mon accent peul campagnard, par exemple, je confondais certains sons, certaines lettres, exactement, le z, le che, le che. Et à chaque fois que je parlais, j'avais un camarade qui me fatiguait beaucoup, Balanoï. J'en ai beaucoup parlé dans le livre. Il me taquinait beaucoup, hein. C'est quelqu'un de bien, mais il aime charrier, il aime se moquer, il aime faire rire. Et après, il me disait à chaque fois que je parle, boy, prononce bien les lettres. Hein. Et après avoir vaincu la timidité, aujourd'hui, je me dis, bon, tiens, heureusement que je l'ai fait. Et par rapport aux solutions, la première solution a été la volonté. La volonté, parce que j'ai toujours été conscient de ma timidité. J'en ai toujours été conscient. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une solution? C'est-à-dire que ce n'est pas aussi quelque chose qui t'a permis de vaincre ça, quand tu es conscient. Exactement. J'ai toujours été conscient de cette timidité et cela m'a beaucoup aidé. Hein. Cela m'a beaucoup aidé parce que après, lorsque Madame Badiane du CEM Abdoulaye Matorin Diop m'a inscrit au club de littérature, d'art et de philosophie, c'était dans le but de me pousser à faire du théâtre, à m'exprimer en public lors des cérémonies de l'école et aussi à beaucoup lire. Et lorsque j'y suis allé, lors des premières fois, à cause des moqueries sur ma prononciation, j'ai très tôt abandonné. Parce que ce n'était pas une volonté personnelle d'aller m'inscrire au club. Mais quelque temps après, après avoir vu les différentes prestations des élèves qui sont au club, j'ai voulu y aller pour moi aussi faire comme eux et vaincre cette timidité. C'est pourquoi dans le livre, j'ai mentionné la volonté comme étant la solution numéro 1, la solution première de la lutte contre la timidité. Après cela, j'ai aussi parlé de la lutte contre le complexe d'infériorité. Parce que je me disais, après avoir vaincu la timidité, bien évidemment, je me disais, attends, mais pourquoi je pense que mon accent peul est en dessous de celui des autres? Après avoir réfléchi, avoir discuté avec Omar Fall, qui m'a beaucoup aidé dans ce processus, je me suis dit, attends, je dois vaincre ce complexe d'infériorité. Et j'y suis allé petit à petit. Et après, ce n'était plus un problème. Et le fait de vaincre ce complexe d'infériorité m'a beaucoup aidé. Et je me sentais même parfois au-dessus des autres. Hein. Ce qui était à bannir. Et à part ça aussi, j'ai parlé de après la lutte contre le complexe d'infériorité, j'ai aussi abordé d'autres solutions pour vaincre cette timidité. Parce que je me disais, pour vaincre le complexe d'infériorité, il fallait que je sache qui suis-je. Et donc la connaissance de soi est le troisième élément que j'ai développé dans cette première partie au niveau des solutions pour vaincre la timidité. Parce que quand on ne connaît pas qui sommes-nous réellement, il nous est difficile d'avoir confiance en nous. Raison pour laquelle j'ai développé cette confiance en moi. J'ai fait des recherches sur mes origines, j'ai fait des recherches sur ma famille, sur mes capacités, sur mes qualités. Et dans cette partie même, je parle du SWOT. C'est une abréviation anglaise. Elle est souvent utilisée pour faire des études marketing, mais elle est aussi bien pour étudier sa propre personne. Parce qu'elle nous permet de savoir quelles sont nos qualités, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos opportunités et quels sont les risques auxquels nous faisons face. Et cela nous permet de savoir réellement
qui sommes-nous. J'ai aussi utilisé la loi de... J'ai aussi utilisé une autre loi, c'est la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, elle est constituée de 4 parties. Une première où on doit scinder nos connaissances, les informations sur nous en 4 parties, en 4 zones. Une première zone qu'on appelle une zone privée. Donc, avant la zone privée, il y a d'abord la zone publique. La zone publique, ce sont des informations sur nous, connues de tous. Des informations connues de tous. Vous savez que je me nomme Ba Abdoulaye, je le sais, et tout le monde le sait. Mais il y a des informations aussi, une autre zone, la zone aveugle. La zone aveugle, c'est une zone uniquement connue des autres. Et vous ne le savez pas. Vous avez quelque chose sur vous, des qualités ou des défauts. Les autres en parlent, mais vous ne les connaissez pas. Vous les ignorez. Exactement. Il y a aussi une autre zone, c'est la zone privée. La zone privée, c'est une zone qui est en vous, comme son nom l'indique, qui est privée, des qualités ou des défauts ou des informations qui sont en vous, mais que vous ne voulez pas partager, des secrets. Et il y a aussi une autre zone inconnue. Cette zone, elle est inconnue de tous. Ni vous, ni les autres, personne ne la connaît. Et cette zone, c'est... Personnellement, je me dis que le leadership a été une information sur moi que je ne connaissais pas il y a 7 ans. Il était sur cette partie, au niveau de cette zone. Parce qu'il y a souvent des qualités en nous que nous ne connaissons pas et que les autres ne connaissent pas de nous. Et c'est en quelque sorte le lion qui dort en nous, que personne ne connaît. C'est en développant, en essayant d'approfondir les recherches sur nous, de donner le meilleur de nous-mêmes. De faire la réminiscence. Exactement, que nous arrivons à découvrir ces informations. Et ce sont souvent des informations qui peuvent débloquer beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses sur nous. Absolument. Et qui pourraient nous aider. Voilà, exactement. Absolument. Parce que quand il parle de vaincre la timidité, il a donné une solution adéquate. C'est quoi? C'est la conscience de son manque. C'est-à-dire que tu as été humble pour dire qu'il me manque quelque chose. Donc il faut chercher cette chose-là. Et là donc je crois que au moment où tu es conscient de ton manque, je pense que tu peux avoir une remède par rapport à votre manque. Donc je pense que ça c'est une solution. Maintenant j'ai parcouru aussi, vous avez parlé aussi de la confiance en soi. C'est-à-dire un terme qui revient quotidiennement. Pourquoi vous avez misé sur ça, la confiance en soi? Exactement. Par rapport à la confiance en soi, d'abord il faut comprendre que, et il faut l'accepter d'ailleurs, sans la confiance en soi, il nous est quasiment impossible de réussir dans quelque chose. Dans tout ce que nous faisons, si au début, avant même de le faire, nous nous disons que nous ne pouvons pas y arriver, il nous est quasiment impossible de le faire, de le réussir. Donc c'est pourquoi je conseille beaucoup à mes jeunes frères, à mes frères, même aux adultes, d'avoir souvent confiance en nous. Parce que quand on n'a pas confiance en nous, il nous est quasiment impossible de réussir quelque chose. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous êtes un professeur, vous devez le savoir. Par exemple, dans les différentes classes des séries L, le plus souvent, vous entendez les élèves dire « je ne peux pas faire les mathématiques ». Et c'est ce qui fait, un blocage en eux, qui fait qu'à la fin de l'année, au baccalauréat, par exemple, ils ont de très mauvaises notes dans ces matières scientifiques, tout simplement parce qu'ils se disent au fond qu'ils ne peuvent pas les faire. Alors qu'au collège, ils le faisaient. Vice-versa, pour les élèves scientifiques, même s'il y en a peu à ce niveau, les élèves scientifiques aussi, il y en a parmi eux qui se disent « je ne peux pas faire la philosophie, je ne peux pas faire le français, l'histoire et la géographie ». Mais dès que nous disons que nous ne pouvons pas le faire, automatiquement, dans notre subconscient, c'est impossible de le faire. On ne peut pas le faire et on ne peut pas le faire. C'est pourquoi je conseille beaucoup à mes camarades de développer la confiance en eux. Parce que la confiance en soi, c'est une qualité exceptionnelle, une qualité indispensable pour réussir dans la vie. C'est pourquoi je la nomme comme étant le secret numéro 1 de
de la réussite. Absolument. Exactement. Maintenant, je vais vous taquiner un peu. Et pourquoi vous avez très tôt, vous êtes lancé très tôt dans l'écriture? Qu'est-ce qui vous a poussé dans l'écriture? Qu'est-ce qui vous a influencé? Par rapport à ça, ça aussi c'est comme la question sur le titre. Et c'est une question qui est beaucoup revenue. La dernière fois, pour l'anecdote, je suis allé présenter le livre à un grand frère. Il m'a dit, attends, toi tu viens juste d'avoir le bac et tu nous parles de couloir de la réussite et tu deviens écrivain comme ça. Et je lui ai répondu, comme le disait Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. J'ai confiance, je crois fermement que nous ne devons pas attendre d'atteindre certains âges pour faire quelque chose. Dès que nous nous sentons capables de le faire, essayons de le faire. Parce que si nous n'essayons pas, il nous est quasiment impossible de réussir quelque chose. Je n'ai même pas pensé à l'âge ou à mon niveau d'études, parce que je me disais, attends, si j'écris, il y aura certainement des choses à corriger, des choses à revoir, mais ça va m'apprendre pour prochainement que je puisse en faire mieux. Que je puisse faire mieux et parfaire cela. Je n'ai pas trop pensé à l'âge, même si malheureusement la question revient souvent. À chaque fois que tu parles, on te dit, voilà, pourquoi tu as écrit à cet âge? Mais par rapport à ça, sérieusement, je me suis juste lancé. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, un message à faire passer, et que le meilleur moyen pour moi, c'était de le faire passer à travers ce livre. Je me suis lancé et grâce aussi à mes professeurs qui m'ont encouragé dès que je leur en ai parlé pour la première fois. Je me suis lancé, je ne me suis pas posé trop de questions par rapport à ça. Ok, donc il traduit un peu cette pensée de Sénèque, selon laquelle ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'essayons pas, mais c'est parce que nous n'essayons pas que c'est difficile. Donc Ba Abdoulaye a essayé. Maintenant, dans la deuxième partie du livre, vous avez parlé de l'autodiscipline. Qu'est-ce que cela veut dire? L'autodiscipline, pour le résumer très peu, j'ai souvent dit, je ne me suis pas trop souvent attardé sur la définition littéraire. J'ai souvent dit que l'autodiscipline, c'est tout ce que nous devons faire, c'est tout ce que nous faisons, même si nous ne le voulons pas, mais que nous devons faire. C'est quand nous faisons ce que nous devons faire, même si nous ne le voulons pas. Parce que dans la vie, il ne faut pas toujours faire ce que nous voulons faire. Il faut faire ce que nous devons faire. Et pour moi, c'est ça l'autodiscipline. Je l'ai résumé comme ça, j'en ai même parlé au niveau du livre. L'autodiscipline, c'est toutes ces petites choses que nous devons faire et que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes là le plus souvent, même au niveau de nos activités de divertissement, on a tendance à faire uniquement ce que nous voulons faire. Uniquement ce que nous voulons faire, sans réfléchir à ce que nous devons faire. Alors que ce que nous devons faire, c'est cela qui va nous aider à réussir dans notre vie. Et l'autodiscipline est un facteur indispensable. Après la confiance en soi, l'autodiscipline est indispensable. Sans l'autodiscipline, il nous est impossible de réussir quelque chose. Et tu as évoqué aussi la pensée claire. Exactement. Parce qu'on dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Pourquoi vous avez pensé à la pensée très claire? Exactement. Par rapport à ça, la pensée très claire, comme je l'ai mentionné sur le livre, la deuxième partie parle de l'autodiscipline. Et au niveau de l'autodiscipline, j'ai cité quelques éléments indispensables, dont la pensée claire, la fixation des objectifs, le bon usage du temps et le bon entourage, l'intelligence financière, et aussi j'ai parlé aussi du goût du risque et du travail. Donc on va faire ça un à un. Exactement. Comme ça, les gens qui nous suivent vont comprendre que vous êtes dans les solutions. Exactement. Par rapport à la pensée claire, j'y suis revenu parce que j'ai toujours cru que dans la vie, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de réfléchir, d'avoir une pensée claire sur ce que nous devons faire. Ne pas venir agir sans réfléchir. Vous avez une décision à prendre, prenez votre temps.
prenez 30 voire 60 minutes de votre temps, réfléchissez-y. Si vous ne trouvez pas la solution que vous souhaitez, répétez la même chose le lendemain, le surlendemain, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne décision. On dit souvent que les décisions précipitées sont souvent de très mauvaises décisions. C'est pourquoi j'encourage beaucoup à avoir une pensée claire, à réfléchir beaucoup sur ce que nous devons faire avant d'agir. Et après la pensée claire, j'ai aussi parlé de la fixation des objectifs. Parce que pour moi, comme le disait, ça c'est une parole de Henry Kissinger qui disait « Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent vers nulle part. » Et c'est une évidence. Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins nous mènent vers nulle part. Et je l'ai expliqué en donnant une anecdote très terre à terre, en parlant du cas d'un taximan et d'une personne qui doit prendre le taxi. J'ai dit à la seconde partie, par exemple, vous arrêtez un taxi, et le chauffeur vous demande, vous montez, et le chauffeur vous demande où est-ce qu'on va. Vous lui dites non, allons tout simplement. Allons tout simplement. Ça, c'est du pilotage. Mais il ne va même pas bouger de là où il est. Il va vous demander de descendre de sa voiture. Parce qu'un taxi, quand il doit vous amener quelque part, il doit savoir où est-ce qu'il doit vous amener. Et imaginons un second cas, vous montez dans le taxi, vous dites au chauffeur, je vais à la zone B, exactement au CEM Abdoulaye Amadou Diop, et je vais y arriver dans 15 minutes. Déjà, il sait où est-ce qu'il doit aller, il sait combien de temps il doit faire pour y aller, ce qui l'aide à savoir à quelle vitesse il doit rouler. Et cela veut dire que vous n'avez pas de risque de vous tromper. Vous n'avez pas de risque de vous tromper. On avait demandé à un grand homme d'affaires qui a beaucoup réussi, on lui a demandé lors d'une émission qu'est-ce qui l'aide à réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et la question qu'il a répondu a été trouvée bizarre avant l'explication, parce qu'il a dit, moi, je finis mon année avant de la commencer, et je finis ma semaine avant de la commencer, le semestre et le mois avant de les commencer. C'était bizarre. Et on lui a demandé d'expliquer comment cela peut-il se faire. Le 31 décembre 2023, vous terminez l'année 2024. À entendre, on dit que c'est insensé. Pourtant, après explication, on a trouvé qu'il avait raison et que c'était une chose à adopter. En fait, le monsieur, d'après ses explications, au 31 décembre de chaque année, il prend une double feuille. Il y mentionne tous ses objectifs, toutes les réalisations qu'il voudrait faire durant l'année à venir, durant l'année qui doit commencer au 1er janvier du lendemain. Et ces objectifs annuels, il les divise en deux grandes parties, en deux semestres. Les objectifs du second semestre, il ne les touche plus. Il se concentre uniquement sur les objectifs du premier semestre. Et ces objectifs du premier semestre, il les scinde également en deux parties, en deux trimestres. Là également, les objectifs du second trimestre, il ne les touche plus. Il se concentre spécifiquement aux objectifs du premier trimestre. Ainsi de suite, pour les objectifs mensuels, il fait pareil. Pour les objectifs hebdomadaires, il fait pareil. Et à chaque soir, avant de se coucher, il se pose deux questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais dans la journée et que je pourrais améliorer pour mieux faire la journée de demain? Après cette question, il se pose une autre question, il se demande qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui et que je vais devoir maintenir pour l'atteinte de mes objectifs. Et avant de se coucher, il fixe ses objectifs de la veille. Par exemple, aujourd'hui, je devais venir faire une émission ici aujourd'hui. La veille, j'ai mentionné sur une liste, demain, je fais cette émission à telle heure. J'appelle celui-ci, je vais ici, je rencontre celui-ci. Et le matin, vous vous réveillez en sachant tout ce que vous devez faire.
À 8 heures, vous faites ça. À 10 heures, vous faites ça. À 12 heures, vous faites ça. Et cela, vous le réussissez en diminuant le temps que vous devez perdre. Parce que quand vous savez ce que vous devez faire, vous n'avez pas besoin de trop penser. Je vais ici, je fais ça. Non, vous le savez déjà. Vous y foncez et vous n'avez pas de temps à perdre. Donc c'est une question d'organisation. Exactement. C'est pourquoi la fixation des objectifs, c'est primordial. Ok. Vous avez aussi parlé du bon usage du temps. Ça vous permet aussi de faire un clin d'œil au temps. Exactement. C'est fondamental. Exactement. Parce que beaucoup de gens gaspillent comme ça. Exactement. Le temps, le temps, c'est un élément très, très essentiel, mais qui malheureusement est négligé. Moi, je me pose même parfois à la fameuse expression anglaise qui dit « time is money ». Je m'y oppose, hein? Parce que pour moi, le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Aujourd'hui, vous pouvez perdre une valise contenant 250 millions de francs CFA. Mais à force de travailler, de vous battre, il est possible de récupérer cet argent perdu. Mais quant au temps, vous perdez une semaine. Si vous perdez une semaine, jamais au plus grand jamais, cette semaine perdue ne vous reviendra. C'est pourquoi j'ai toujours cru que le temps est plus précieux que l'argent. L'argent perdu peut être récupéré, bien sûr, mais le temps ne peut pas être récupéré. Et j'ai utilisé la loi des priorités pour expérimenter cela en expliquant, en scindant par exemple mes différents objectifs, parce que c'est une suite de la fixation des objectifs. Il faut scinder ces différents objectifs. On peut avoir beaucoup d'objectifs, mais il y a des choses qui sont prioritaires. Il y a des choses qui sont à la fois urgentes et importantes, certaines qui sont urgentes, mais non importantes, et d'autres qui sont ni urgents, ni importants, d'autres qui sont importants, mais pas urgents. Donc, il faut beaucoup observer ces objectifs, il faut beaucoup les évaluer, bien les classer. Et quand vous avez une tâche à la fois urgente et importante, et une autre tâche importante, mais pas urgente, laquelle vous allez faire? La première. La première qui est urgente et importante. C'est pourquoi il est très important de savoir bien utiliser son temps. Parce que bien faire une tâche qui n'est pas importante ne fait pas de cette dernière une tâche importante. Donc il faut bien réfléchir par rapport au temps et bien l'utiliser. Parce que le temps utilisé à bon escient, cela nous permet de gagner beaucoup de choses et de perdre moins. Effectivement. Et comme il l'a dit, le temps est précieux. Et ça me rappelle un peu cette pensée de Roger Garaudy, selon laquelle l'homme est le premier animal qui a creusé sa tombe. En creusant sa tombe, il meurt sa vie et vit sa mort. C'est-à-dire, à chaque fois, nous sommes beaucoup plus proches de la fin, laissant en rade notre vie. Donc, c'est beaucoup plus précieux que l'argent. Là, je vous rejoins. Voilà, maintenant aussi, vous avez parlé du bon entourage. Exactement. C'est essentiel aussi et fondamental. Ouais. Par rapport à l'entourage, je vous le dis, j'ai failli être perdu. J'ai failli me perdre à un moment de ma vie. Surtout lorsque j'étais au niveau de la passation entre la classe de CM2 et la classe de 6e, jusqu'à la classe de 5e. J'étais très mal entouré. J'étais très mal entouré. Je fuyais des cours. Je faisais du n'importe quoi. Parfois, je sortais à 8 h à la maison. Tout le monde pensait que j'étais à l'école. Et je revenais vers 23 h sans pour autant que je sois à l'école. À cause d'un mauvais entourage. Mais à ce moment, j'étais très malin. Je revenais parfois à l'heure du déjeuner pour qu'on pense que je suis revenu. Après, je repars. Mais après la classe de 5e, grâce à des professeurs comme Maman Anta Gassama, Maman Khadijatou Dieng et surtout Maman Adama Badiane qui